Et du coup, on reçoit aujourd'hui Hermine Moderne et Yacine Almi qui va nous rejoindre dans quelques secondes. Hermine Moderne, comment vas-tu? J'ai mal à la tête. Non, ça va bien, je vous remercie beaucoup. C'est juste que j'ai fait un petit peu une nuit blanche parce que j'ai supervisé la sortie d'une vidéo qui est sortie justement et il y a de cela moins d'une heure. C'est une vidéo qui parle du meilleur animé de 2020. Je vous laisse découvrir lequel. Vous le devinerez en regardant la miniature de la vidéo, je pense. Et tu tombes bien, Hermite, c'est qu'on parlait juste avant, on est en train de faire actuellement les Team Manga Awards et on récompense du coup les meilleurs mangas et les meilleurs animés de l'année dans différentes catégories, dont le meilleur animé de l'année. J'ai pas vu ta vidéo, j'ai même pas vu la miniature, j'ai même pas vu truc, mais je pense, te connaissant, peut-être que c'est Eizouken. Comment as-tu deviné? Tu es un devin, tu dois être télépathe. Je te promets ce que tu veux, que je n'ai ni vu ta vidéo, ni pas entendu parler, rien du tout, j'ai rien vu. J'étais en émission d'ailleurs, donc je peux pas l'avoir vu. Oui. Mais voilà, j'étais sûr, te connaissant, et je suis plutôt d'accord avec toi pour le coup. Ça fait plaisir. Non mais voilà, de toute façon c'est pas un secret que j'aime beaucoup le travail de Masaki Uasa et que j'aime beaucoup Eizouken. J'ai fait fil Twitter sur fil Twitter en janvier, février, quand ça sortait à l'époque, pour balancer tout le bien que j'en pense. Donc voilà, c'est... Je réaffirme, maintenant 12 mois sont passés, c'est toujours le best. Il y a eu des bons trucs, hein. Il y a eu Décadence, il y a eu le truc Cyberpunk, là, il y a eu beaucoup de bonnes choses cette année, mais voilà. Et là, il y a Yacine qui est là, qui vient de débarquer. Ah, bah voilà, il y a Yacine qui a débarqué. Salut Yacine. Bonsoir à tous. Salut. Bonsoir. Ça va? Lui, il a un vrai décor, lui, ça se voit que c'est un adulte bien dans sa peau qui fait de... Regarde, nous, on a des posters Star Wars, on a des Kirby, on a des trucs. Lui, regardez, c'est intérieur design, il a une plante. Aïe, aïe, aïe. Salut à tous, les gars. Salut. Il a des cadres, il a une plante, il a un caillou sur sa cheminée, je sais pas ce que c'est joli. Un homme normal, un homme... un adulte, vrai. Un adulte, oui. On dégoûte, nous, avec nos posters de mango, etc. Tu vois, mais vraiment. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui, les gars. Merci pour l'invitation. Plaisir à partager. Mais merci à vous d'être passés. Et on va parler du coup de Tsubomi, on va parler de vous aussi un petit peu, bien évidemment. Donc ça va être plutôt intéressant. Je vous propose qu'on commence tranquillement d'abord par vous présenter l'un et l'autre. Qui veut commencer? Allez, vas-y, Yacine. Allez, Yacine. Bon, d'accord, tu veux que je le fasse, ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Générique moderne. Non, vas-y. Je crois qu'il bug ou pas, Yacine? Je crois qu'il est en duplex à Berlin. Du coup, il y a un décalage. Je crois qu'il... Ouais, j'ai un petit décalage. Attendez. Ah, c'est un décalage, quitte et revient. Ça arrive des fois, ça peut arriver de temps en temps. Quitte et revient. Bon, du coup, je reviens. Hermine, pour ceux qui, je pense que la plupart te connaissent déjà, mais pour les quelques-uns qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Eh bien, bonjour toutes et à tous, ici Rite Moderne, je suis un barbu en peignoir qui fait des vidéos sur Internet. Ça fait 10 ans que je suis actif sur YouTube maintenant, et je parle principalement de pop culture, de culture populaire et de culture geek, notamment les animés, les mangas, les jeux vidéo, les phénomènes étranges sur Internet. J'ai une émission régulière qui s'appelle Pourquoi ça existe, où je parle des œuvres étranges, bizarres et insolites du web. Ça m'arrive de fois de faire des analyses sérieuses mais quand même teintées d'humour. Je suis assez polyvalent sur mes sujets. Je peux parler d'Hatsune Miku d'un côté, René Lataupe de l'autre, de parler de Facebook ou parler de manga ou d'animés récemment sortis. J'ai même fait une vidéo sur les mèmes des boomers. Ça a bien marché, j'ai pas compris comment. Mais 40 minutes à parler de ça, je savais pas que c'était possible, mais c'est possible. Mais pour le coup, voilà. Et je fais pas mal de conventions aussi. J'ai fait Japan Expo, comme vous tous, je pense. J'ai fait Polymanga, j'ai fait Made in Asia. J'ai de l'expérience à la fois en tant que personne qui tient des stands, mais qui fait aussi de l'événementiel, de la scène, des conférences, participer à des concerts de mes amis Starry Sky. J'ai fait avant partie d'un collectif de vidéastes que j'ai cofondé qui s'appelle Voxmakers, qui est maintenant fini. Je fais carrière solo depuis 2017 et ça se passe bien pour moi. Je repars entre guillemets de zéro, mais je suis déjà après 2 ans et quelques de carrière solo à 235 000 abonnés. Ça continue de grandir. Il y a des partenariats qui se mettent en place et maintenant, fort de cette fanbase consolidée, j'espère intéresser un maximum de gens à mon projet avec Yacine, à savoir Tsubomi, notre plateforme de lecture légale de mangas 100% originaux et édités, publiés par nous.
Et on va en parler, mais en tout cas, c'est vraiment un kiff de t'avoir parce que pour le coup, je te suis et je pense que pour la plupart des gens de la team, on te suit depuis très longtemps. Donc ça fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. C'est vraiment, ça fait plaisir. Bah, je me rends pas compte parce que c'est vrai que ça fait 10 ans, donc ça fait. T'es un ancien. Ouais, en fait, je suis vieux. Mettez-moi une serviette et. C'est parti. On a récupéré Yacine peut-être. Ouais, Yacine, ça y est, t'es là avec nous. Oula, il galère, je pense. J'ai l'impression. Non, mais je crois que son internet, c'est patate. Hein. Je sais pas comment on a fait déjà pour l'écouter la première fois. Ouais. Yacine, mais la 4G. Non, merde, il a pas la 4G sur son téléphone. Il peut pas. Au pire du pire, si vraiment Yacine, tu peux pas, bien en vocal seulement. Et, c'est une galère. Non, là c'est bon, vous m'entendez là? On t'entend, c'est bon. Après, on t'entend parfait. D'accord. Okay, non, bon. Mais c'est que j'étais en train de suivre le live sur le Twitch. Donc, mais ça explique. J'ai trouvé la solution. Ok, super. Bah, est-ce que tu peux l'écouter rapidement? Hermite s'est déjà présenté tant que tu n'étais pas là. D'accord. Ok, bah moi c'est Yacine Lalmi. Hein. Je suis un ami de l'Hermite depuis un petit moment déjà. Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Et bon, ouais, voilà, on s'est perdu de vue de temps en temps, puis après on s'est retrouvés. On a toujours été en contact à se suivre mutuellement. Moi, j'ai plus un parcours de graphiste et d'illustrateur. J'ai fait mes armes un petit peu partout, notamment dans l'illustration de mode, à Paris, en tant qu'assistant styliste, puis plus tard dans un peu d'animation, et puis voilà, des illustrations que je fais aussi pour des commandes privées, aussi par passion, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et pour vous dire, j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour le manga, c'est comme nous tous, hein, j'imagine. Et moi, je m'étais mis en tête à un moment donné que j'allais devenir dessinateur de manga également. Alors j'ai fait un petit dossier avec 40 pages, 40 planches dessinées. Oh non, c'est scénario, tout ça. Et je suis parti au Japon à la recherche d'éditeurs. Et vraiment, c'est la jeunesse de l'histoire parce que j'y allais pour moi à l'époque. Et finalement, mon PC a planté une fois que j'étais au Japon, donc j'ai perdu tout mon travail. J'étais censé y rester 1 an, j'avais pris un petit. J'étais bien dégoûté et c'est pas. Ça fait toujours mal. Mon genre de conserver mes dossiers, d'autant plus que j'étais en rush sur les derniers jours, donc vraiment j'étais tout le temps sur Photoshop, je faisais mes dessins à la main, je scannais, je faisais la trame sur Photoshop, tout ça. Et donc arrivé au Japon, je me suis retrouvé un petit peu démuni. Je me suis dit, bon d'accord, ok, j'ai des contacts avec des éditeurs, j'avais des rendez-vous de prévus, bon, je les ai honorés, mais bon, j'avais rien à présenter. En revanche, ça m'a permis d'avoir un pied dans un certain monde que je connaissais pas du tout, et j'en ai appris pas mal. J'ai fait des connaissances intéressantes, notamment auprès d'éditeurs, mais aussi d'écoles de manga. J'ai visité pas mal d'écoles de manga, et vraiment, ça a été ma première claque, les écoles de manga, des étudiants qui sont, je sais pas, en 2e, 3e année. Je passais dans les couloirs, je voyais les pages, je voyais ce qu'ils dessinaient, et je me suis dit, ok, j'ai quand même pas mal de parcours à accomplir avant d'avoir ce niveau-là. Je me suis ravisé tout de suite, je me suis dit, bon, je vais laisser la place à d'autres. Et puis j'ai commencé à prendre des contacts, en fait, avec des auteurs tout juste sortis d'école, des auteurs que j'ai rencontrés aussi par hasard, dans des guest house, dans des cafés, ce genre de choses. Et un peu plus tard aussi dans des conventions qu'on connaît tous. Et là, c'était la 2e claque. J'ai vu des milliers d'auteurs extrêmement talentueux qui travaillent par passion, parce qu'il faut savoir que les mecs, ils bossent à côté, ils ont un travail standard, et puis c'est à se demander quand est-ce qu'ils travaillent sur leur planche, si c'est le week-end ou dans leur temps perdu. Et ils font ça essentiellement pour honorer l'attente de leurs fans chaque année ou chaque convention, qui attendent de voir la suite des fanzines, quoi, enfin des mangas qu'ils réalisent. Et je voyais aussi des énormes queues devant les stands d'éditeurs, de plein de gens qui présentaient leurs projets. Et là, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, tout ce talent qui n'est pas exploité. Le travail là-bas est extrêmement rude, c'est une compétition extrême. Pour vous dire à quel point c'est compétitif, j'ai 2 auteurs qui, même à moi, restent anonymes et ne veulent pas me dire leur âge. Parce qu'à partir d'un certain âge,
ils sont considérés comme des auteurs entre guillemets à risque. Et donc, ils ne peuvent pas forcément garantir une production mensuelle ou bimensuelle. Donc, on arrête de les publier, tout simplement. Donc ça, c'est des gens qui ont de l'expérience, qui travaillent énormément. Nous, en France, on pourrait les considérer comme des maîtres. Quand on voit Moebius, quand on voit Enki Bilal ou tous ces auteurs, c'est justement par leur expérience qu'on en voit la qualité quelque part. C'est par ça et pour ça qu'on les respecte. Là-bas au Japon, malheureusement, à partir d'un certain âge, on préfère laisser la place à des jeunes qui pourront répondre à des standards bien établis, mais en même temps qui pourraient apporter une certaine singularité aux nouvelles maisons d'édition. Donc il y a cette espèce de quiproquo. Dès qu'on est un peu hors circuit, on ne se fait pas éditer, et si on est trop calqué sur ce qui existe déjà, on ne se fait pas éditer. Ce qui explique tous ces auteurs qui n'arrivent pas à se faire éditer au Japon, malheureusement. Pourtant, il y a pas mal de titres, il y a pas mal de productions que j'ai pu voir qui nous intéresseraient, qui intéresseraient les Français. Notamment des artistes qui ont des styles hybrides, des styles qui sont un petit peu plus européanisés ou un peu plus comics. Des sujets qui ne sont pas du tout abordés dans le manga classique, qu'on a l'habitude de lire et de trouver dans les rayons. Et c'est la singularité de ces auteurs qui m'a intéressé. Donc, à chaque fois que je suis en négociation avec un auteur, je lui dis directement, vous n'allez pas suivre une ligne éditoriale stricte. Nous, ce qu'on veut, c'est que que tout simplement, vous exprimez qui vous êtes, vous exprimez votre travail à travers ce manga-là. Parce que nous, en France, on est ouvert pour ça. On a l'habitude de lire des sujets divers et variés. Donc, c'est ça qu'on attend de vous. Et je leur laisse aussi la possibilité de choisir leur rythme de parution, donc leur rythme de travail. Certains ont les capacités pour faire un chapitre par mois, d'autres plutôt bimensuel, d'autres tous les 3 mois, pour garantir tout simplement la qualité de leur travail, pour ne pas qu'il y ait cette tension, qu'il y ait ce rush. Évidemment, s'ils disent c'est 2 mois, ça sera 2 mois. Hein. Et nous, on a tout un petit... on a un nombre de collaborateurs qui nous permet de proposer une quinzaine de chapitres par mois, de garantir ce nombre de nouveaux chapitres mensuels, que ça va switcher entre les auteurs, mais c'est la promesse qu'on fait avec Tsubomi. Donc, on a 15 auteurs, dans nos teasings, on dit toujours ça, on a 15 auteurs à vous présenter, en réalité, on en a plus. Voilà, mais c'est tout simplement pour leur permettre de choisir leur rythme et de respecter leur travail. Évidemment. T'es en train de griller toutes mes questions là. T'es en train de... Ah ouais, non, mais je m'avance un petit peu. On a fait une présentation, il a tout fait. Non, mais... J'allais dire, j'allais faire ça, genre, il a répondu à 15 questions d'avance que vous avez eues. Vous savez, il est rodé, hein. Il est rodé, il connaît son sujet sur le bout des doigts. C'est pour ça que j'adore travailler avec lui. Ah, là, on était des viewers, là, vraiment. Ah, de ouf. Maître de conférence. Non, mais du coup, on le laisse. Je t'en prie, continue, du coup. Tu es en train de parler, du coup, de la régularité. Je reviens un petit peu en arrière. Donc, moi, vraiment, cette genèse, j'étais là-bas, j'étais sur place quand j'ai créé le projet. Quand je dis je l'ai créé, c'est-à-dire c'est l'idée qui a popé dans ma tête. Je me suis dit, un magazine de prépublication en France, il y a eu tout un tas d'essais, notamment, surtout en version papier, mais en version numérique, c'est compliqué ici de les avoir, pour une seule raison, c'est que une maison d'édition française classique fait souvent, vous le voyez, du rachat de droits, des licences, des créations de licences très peu. On en a certains, évidemment. Il y a Kiyun qui fait ça, d'autres maisons d'édition que je félicite, parce que c'est une vraie prise de risque de faire de la création originale. On ne peut pas tout simplement se baser sur des chiffres, sur des ventes qui ont été faites au Japon pour estimer la qualité du produit. Et parfois même, ça ne fonctionne pas. Malheureusement, on voit les derniers titres de Boruto, de l'auteur de Naruto, pardon, comment ça s'appelle ? Samurai 8. Samurai 8, ouais. Qui, au bout de 3 tomes, a été arrêté au Japon. Quelque part, c'est un peu un pied de nez à l'industrie du manga. Être une maison d'édition, le sens noble du terme, c'est de la création, en fait, de contenu. Nous, c'est ça qu'on veut faire. Et grâce à ça, on peut se permettre de créer une application dans laquelle on va diffuser nos créations originales. Si on avait fait du rachat de droits, ça aurait été compliqué pour des créations évidentes
de concurrence, de faire valoir, de ce genre de choses. On ne peut pas éditer, je sais pas, un manga de la Shueisha sur une application et en même temps notre propre manga. Comment est-ce qu'on évalue l'importance d'un titre et sa valeur quant à ce qu'on a gagné pour ensuite le redistribuer, les histoires de droits d'auteur, tout ça c'est très complexe à mettre en place. Donc en faisant de la création originale, nous on peut se permettre de faire du 100% original, de la création originale, enfin un catalogue original sur une application originale entre guillemets quoi. Alors juste une précision sur création originale, il y a 3 choses. Il y a les créations purement originales, c'est-à-dire que là actuellement ça n'existe pas. Nous on reçoit des croquis, on reçoit des synopsis, des scénarios pour certains, on va recevoir des storyboards, donc ça c'est vraiment la jeunesse Tsubomi éditée par Tsubomi. Ensuite, Work in progress en ce moment. Voilà. Ensuite, il y a des histoires de manga qui ont été dessinées par certains auteurs qui dorment chez eux, qui ont été édités nulle part, qu'on va reprendre. Voilà. Et pour certains, continuer les mangas parce que certains sont encore aussi en whip. Donc en gros, par exemple, il y a comment il s'appelle, Koji Oshima, celui qu'on a présenté la dernière fois. Il a 3 tomes en cours. Et ben on va reprendre ces 3 tomes et on va lui produire la suite de son histoire. Voilà. Okay. C'est ça, ouais. C'est ça qu'on entend comme par création originale. C'est aussi en fait tout simplement de l'inédit. Alors, une sorte de deuxième chance, quoi, on va dire. Il peut. Voilà. C'est ça, ouais. Exactement. Voilà. C'est un petit peu penser par exemple à Netflix ou à un exemple moins connu, Yahoo Screen, qui par exemple ont permis à des séries qui ont essayé de leur chance dans le circuit télévisuel, mais qui ont réussi à obtenir de nouvelles saisons, par exemple sur le circuit internet de la VOD. Vous voyez, par exemple, Arrested Development, ça s'est arrêté au bout de 2-3 saisons. Ils ont eu une nouvelle sur Netflix. Community, ça allait s'arrêter à la télévision au bout de 5 saisons, mais sur Yahoo Screen, ça continue, ça a pu faire sa 6e. Et je pense que voilà. Et moi et Yacine, on a une démarche comme ça aussi, qu'il y a beaucoup qui ont déjà des mangas qui existent, mais qui sont, comme il l'a expliqué, soit pas. C'est des mangas qui n'intéressent pas les éditeurs ou c'est des mangas qu'ils font en indépendant, mais on leur donne la chance non seulement de publier ces mangas, mais en plus de les continuer encore du coup. Et ça, c'est une démarche importante aussi dans le cadre de la création originale. Pour revenir quand même rapidement sur la genèse du projet, donc ce qui est marrant, c'est que tout s'est fait finalement sur une sorte de bug d'un PC. Voilà. Et du coup, c'est Yacine, toi d'abord, qui a eu cette idée-là de oui. Contacter après. Ouais. Mais je l'ai pensé avec lui. En fait, c'est étrange. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de bosser ensemble. En fait, ça fait pas mal de fois qu'on parlait de projet. On a même pensé à faire un manga ensemble, mais on n'était vraiment pas matures à l'époque. Lorsque je travaillais dans la mode, on avait même évoqué l'histoire de faire un manga type shonen sur l'univers de la mode, mais on n'était pas armés. Et donc, en pensant à ce projet-là, je me suis dit, mais en fait, moi, il me faut un acolyte, il me faut quelqu'un qui puisse me soutenir. Je peux pas mener ça tout seul. J'ai tout de suite pensé à l'ermite, et puis direct en rentrant du Japon, je suis allé le voir pour lui parler du projet, en espérant vraiment qu'il accepte. Et pour vous dire la vérité, s'il n'avait pas accepté, le projet n'aurait pas vu le jour, parce que c'était la seule personne à laquelle je pensais. Ouais. Okay. On a une vision assez similaire des choses, la vision qu'on a des auteurs. On voit pas ça comme des. Enfin, j'imagine vous aussi, mais c'est avant tout pour nous des artistes vraiment. Et c'est pour ça en fait qu'on propose ici ce genre de produit en contrepartie. Des illustrations sur des tableaux en aluminium. On est déjà quelque part dans une démarche d'exposition des travaux de nos auteurs, puisque dans l'avenir, c'est ce qu'on aimerait faire. Pendant, je sais pas, le festival de la bande dessinée, par exemple, très facile pour nous d'inviter des auteurs et d'organiser ce genre d'exposition, que ce soit les planches originales ou des grands formats, d'aller vers du cross-média aussi, d'aller vers tout un tas de choses à faire. C'est des choses qu'on convoite, en effet. Et même sur notre chaîne YouTube, par exemple, maintenant, même après la fin de la campagne Ulule, on voudrait régulièrement présenter nos auteurs au fur et à mesure à travers des vidéos portraits. On en a déjà fait 2 pour Koshima et pour aussi Matsunogi, donc on continue encore. T'as les 2 vidéos normalement, si tu peux les afficher à l'écran rapidement.
Je les ai mis dans le doc. Effectivement, ouais, vous avez ouvert une chaîne YouTube du coup pour l'occasion et vous mettez souvent, j'ai vu des petites vidéos comme ça pour présenter les mangas du coup, que vous éditez sur votre plateforme. Oui, Toi, ça. Amit, toi, quand Yacine est venu te voir pour te proposer le projet, comment tu l'as pris au début? Est-ce que tu t'es dit directement, waouh, c'est ce qu'il fallait vraiment? Ou est-ce qu'au début, tu étais peut-être un peu, voilà, qu'est-ce qu'il me raconte? Je sais pas, comment ça s'est passé, toi Dis-leur, ça m'intéresse aussi. Très bien. Eh bien, en fait, d'accord. Toi, tu étais là, tu sais. Mais bon, voilà, bah, écoute, je vais vous dire comment ça s'est passé, en fait. De mon côté, j'étais en mode, j'étais très enthousiaste, mais je me demandais surtout, est-ce que j'arriverais à jongler ça avec ma vie d'artiste vidéaste à côté, en fait. Ouais. Parce que se lancer dans l'édition, c'est un niveau d'implication important. Et voilà, quoi, il faut démarcher les auteurs, il faut lire ce qu'ils vous envoient, il faut émettre mine de rien, un jugement de valeur vers des personnes qui ont beaucoup d'attentes et d'espoir, et c'est très difficile comme responsabilité et comme charge. Personne n'aime être le connard qui dit non, après tout. Il y a aussi évidemment le marketing à prendre en compte. Il y a beaucoup de paramètres dans une entreprise de genre, mais c'est vrai que, comment dire, comme l'a expliqué Yacine, c'est une entreprise qui n'aurait peut-être pas pu faire sans moi. Et moi, c'est le genre d'entreprise que j'aurais pas pu commencer s'il n'y avait pas l'impulsion et la motivation de Yacine derrière, en fait. De mon côté, je vais être transparent avec vous. En termes de pur business, je suis plus proche de l'égérie que de l'homme d'affaires, là où Yacine va faire le gros du travail de tout ce qui est administratif et tout, mais je vais quand même m'y impliquer. Et à côté, je vais travailler sur ma chaîne YouTube parce que je me dis que finalement, ça peut servir à ça. Ma chaîne YouTube, ces 10 ans d'expérience accumulée à être sur Internet, ils peuvent servir à faire en sorte que ces spectateurs que j'ai appris à connaître, que j'ai comment dire, j'ai pas envie d'utiliser le mot cultiver parce que sinon c'est traiter les gens comme des patates, tu vois. Mais non, mais disons qu'en fait ces spectateurs que j'ai réussi à réunir sous une certaine idée de ce que devrait être le manga, eh ben ces personnes-là, ils ont le potentiel de devenir des lecteurs intéressés par la démarche de Tsubomi. Et mine de rien, en continuant à travailler sur ma chaîne YouTube, c'est comme si je travaillais pour Tsubomi, en fait. Parce que du coup, je crée un pont entre ces deux mondes, entre l'application et ma chaîne YouTube, entre les lecteurs de Tsubomi et mon public qui peuvent aussi être des lecteurs de Tsubomi. S'il y a besoin, par exemple, de parler d'une œuvre de Tsubomi, de la mettre en avant, je peux être là, je peux utiliser mes réseaux, mon savoir, mes connaissances sur Internet pour mettre ça en avant. Donc, mine de rien, il n'y avait pas à avoir peur de s'impliquer dans Tsubomi, parce que s'impliquer dans YouTube, ce sera aussi en même temps s'impliquer également dans Tsubomi. Donc c'est à ce moment-là qu'il n'y avait pas de doute possible sur l'intérêt de me lancer dans cette entreprise avec lui. Le seul point, par contre, où je vais être honnête avec vous, où c'est pas que j'avais des réserves, mais où j'avais besoin d'avoir le temps de réfléchir, c'était concernant la Room. Voilà. Parce que la Room, c'était un projet, par contre, qui est très innovant par rapport à toutes les applications de lecture. Donc, je te stoppe tout de suite. On va en parler après. J'ai prévu d'en parler. La Room, c'est intéressant. On va en parler je finis juste rapido. Voilà, j'ai juste que voilà, c'est pas que j'avais des réserves, j'ai besoin de temps de réfléchir parce que comme c'est un truc forcément qui est innovant, eh ben ça met encore plus de temps à y réfléchir, à visualiser ça dans sa tête. Mais après voilà. Bien sûr. Je comprends. Je comptais poser une question et quelqu'un aussi l'a posé dans le chat. Est-ce que du coup vous avez une véritable ligne éditoriale au final est-ce que vous avez une influence sur le travail des artistes comme un minimum ou pas du tout? C'est carte blanche 100%? On a une éditoriale en fait dans le sens où ces auteurs-là, c'est des auteurs que nous avons choisis en fait. On a choisi ces auteurs parce que Yacine a appris à les connaître, Yacine m'a montré leur travail et c'est du travail qu'on apprécie. La qualité des dessins, elle est là, le concept des histoires derrière, ils sont là aussi. Et notre ligne éditoriale, c'est que tout simplement, ce sont des personnes sur lesquelles on s'est engagé et qu'on veut vraiment mettre en avant. Voilà. Il y aura du feedback, bien sûr, il y aura des échanges entre nous et les auteurs, mais oui, clairement, on veut privilégier une forme de liberté artistique certaine. Voilà.
D'ailleurs, Yacine en parlera. Non, mieux, c'est ça, c'est ça. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça peut s'adresser. Certains titres s'adresseront à un public de plus de 15 ans, peut-être, parce qu'il y a des choses un peu plus matures. En revanche, en ce qui concerne le feedback, nous, on organise des Skype régulièrement avec les auteurs. Ça fait 1 an que quelque part on est en contact avec eux, à leur dire ça arrive, vous inquiétez pas, ça va se lancer. On commence à vous préparer là. Voilà. Nous entre-temps, il y a déjà 2-3 auteurs qui nous ont, entre guillemets, filé sous les doigts parce que édité ailleurs, parce que aux États-Unis, il y en a un qui a signé aux États-Unis, il y en a un autre qui a été édité, qui va être édité par un grand éditeur français, je dirais pas qui, mais il a fallu vraiment conserver et cultiver ce rapport avec nos auteurs, les rassurer pour s'assurer que une future collaboration avec eux, ce qui est parfois complexe. Donc, le feedback va continuer par la suite. Certains auteurs, malgré notre volonté de les laisser libres dans leur créativité, leur création, il y a certains auteurs quand même qui ont besoin d'être accompagnés. Donc, là, malheureusement, ça se fait essentiellement par visioconférence, par Skype, etc. Ces gens-là, on va les accompagner, on travaille ensemble. On a la chance de travailler, donc Bermite, moi-même. Mais il y a une troisième personne dans notre équipe, c'est ma sœur, qui est, elle... Myriam Lanmi. Myriam Lanmi, qui a propriété intellectuelle, droit d'auteur et tout l'aspect juridique. Donc c'est elle qui élabore tous les contrats et qui pérennise les collaborations avec ses auteurs. Et on a aussi dans notre équipe Mariée, une traductrice-interprète qui nous aide aussi pour les relations, les contacts, les Skype, lorsque moi je ne suis pas présent, ou avec moi de temps en temps, quand il faut rentrer dans des détails un peu plus juridiques. Je ne maîtrise pas le japonais assez pour rentrer en profondeur dans les détails. Mais il sera intéressant à un moment donné, quand ce sera possible, et quand la crise sanitaire, j'imagine, sera un peu plus maîtrisée, d'aller à la rencontre à nouveau, ou une première rencontre avec certains au Japon, pour entretenir aussi de temps en temps le contact directement avec eux. Parce que là, du coup, tu es déjà allé au Japon et tu es allé voir un petit peu les différents auteurs directement. Exactement. J'ai vécu un peu plus d'1 an et demi au Japon. Ok, d'accord. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être les quelques titres que vous avez déjà en rapide synopsis, comment et pourquoi aussi vous avez choisi ça particulièrement plus qu'un autre. Je crois que il y en a 2 qui ont déjà été validés, je crois. Il y en a d'autres ou pas C'est ça, on a Weeping Moon non provisoire par Matsunogi, qui sera une histoire post-apocalyptique, mais aussi attendrissante entre une petite fille et un être monstrueux qui, ensemble, vont devoir survivre dans un monde effondré. Nous avons aussi par Kooshima Blue Seven, non provisoire aussi, qui sera une série d'action-aventure avec de la bonne baston comme on l'aime, où cette fois-ci c'est une histoire en fait de super bibliothécaires en quelque sorte qui doivent se battre contre des démons, des monstres qui sont indexés, enfermés, scellés dans des livres. Voilà, donc ce sont les 2 premiers titres que nous avons présentés. On remarque aussi des styles très appropriés pour chaque. On a un style à la fois extrêmement détaillé, mais aussi tout en délicatesse, en mignonnesse pour Matsunogi. On a un style extrêmement dynamique avec des angles de vue et un découpage des cases très audacieux, très rythmé, très cinématographique. On sent qu'il y a des chorégraphies un peu, en quelque sorte, si je peux me permettre un peu ce déplacement sémantique. Je parle vraiment de façon... Mais voilà, donc dans les 2 cas, on a vraiment déjà des auteurs qui ont des styles extrêmement marqués et qui pourtant ne sont pas dans le circuit d'édition classique japonais. Donc, et on est content de travailler avec eux. Mais aussi, comme on l'a annoncé sur Ulule, il y a un autre auteur aussi. C'est un auteur qui est un peu plus vétéran cette fois. C'est quelqu'un qui a déjà édité des mangas
en indépendant et même en anglophonie. Et cet auteur aussi a accepté de travailler avec nous et est en train de développer en ce moment une nouvelle histoire. Je suis désolé, comme je suis un peu fatigué. C'est ça, exactement. Son nom m'avait échappé un instant parce que j'ai mal à la tête. Ça, je l'ai dit en début d'émission, donc tout le monde le sait. Mais voilà, c'est ça. Avec lui, en fait, ça va être un manga qui va parler en fait d'une nouvelle race post-humaine et la quête pour une mystérieuse pomme d'or qui peut amener à un renouveau planétaire en fait. C'est pour l'instant c'est assez encore mystérieux, mais c'est parce que c'est en cours de développement. Si vous allez sur notre page Ulule, vous pouvez voir des concept art, vous pouvez voir le héros, l'héroïne, Ko, Yuki. On peut voir différents designs de monstres, vraiment aliens, vraiment des designs hors de ce monde. C'est un scénario qui est à propos. Voilà. Hein, il s'agit d'un virus, voilà, qui a traversé le monde et qui a créé des sortes de mutations, une espèce de virus qui proviendrait de l'espace. Donc voilà, c'est un auteur qui, lui, vous pouvez voir dans ses dessins, qui est très inspiré justement de Moebius. Il a une patte un petit peu plus européenne justement dans son travail. Mais c'est tout à fait intéressant. Moi, je l'ai rencontré, c'est une personnalité, quoi. C'est quelqu'un d'assez intéressant. Très outsider, pas du tout dans les codes des japonais classiques. Le mec, il a les cheveux longs blonds jusqu'ici, une grosse barbe, enfin, c'est intéressant. Ouais. Il est yankee un peu. Ouais, c'est ça. Il est un peu yankee. Mais il est vachement cool. Et encore une fois aussi, si vous êtes intéressé par son travail, vous voulez avoir un aperçu des qualités de Kakio Tsurukawa, en fait, il a déjà édité un manga qui s'appelle Different Nation. Si vous cherchez, vous allez trouver, vous pouvez constater sa qualité. Et c'est pour ça qu'on est vraiment super content de bosser sur une histoire fantastique, mystère, science-fiction avec lui, en fait. Ouais, en tout cas, franchement, les premiers titres que vous avez présentés sont plutôt cool, en tout cas visuellement, de ce qu'on voit, parce qu'on l'a pas lu, mais visuellement, ça balance quand même du lourd, donc c'est plutôt cool et plutôt prometteur même pour la suite, j'espère. Pourquoi d'ailleurs un Ulule, autre le manque d'argent, bien sûr, c'est logique, mais qu'est-ce qui fait que vous avez choisi plutôt ce système-là de comment on peut dire, de financement, exactement, de financement? C'est parce que du coup, le public qu'on essaye de capter, c'est un public natif d'Internet, des gens qui ont des habitudes de consommation très précises en termes de culture, de manga, de lecture, et c'est sur ce terrain-là qu'on aimerait convaincre les gens. Déjà, en garantissant des contributions Ulule, ça nous garantit aussi une première base de lecteurs, d'utilisateurs pour notre application. Ce sont des gens qui, du coup, en contrepartie, sont abonnés pendant plusieurs mois, plusieurs années chez Tsubomi. Et c'est donc près maintenant de 1000 personnes qui, déjà, de facto, feront partie de nos utilisateurs. Donc ça, c'est intéressant de base de directement faire ce transfert. Le deuxième truc aussi qui est intéressant, c'est évidemment jauger l'intérêt, en fait, parce que discuter d'un projet de création d'application de manga auprès des investisseurs et des banques, c'est une chose, c'est une bonne chose. Mais montrer qu'il y a de l'intérêt sur Internet et que des gens sont déjà prêts à donner de l'argent pour ça, c'est encore plus convaincant. Ça, on l'a répété à plusieurs reprises. 15 000 balles, les 15 000 balles qu'on a demandé, et même 50 000 balles, c'est pas suffisant du tout pour créer une entreprise de cette envergure. C'est plutôt des centaines de milliers qu'il faut en réalité. Mais avec un bon apport personnel et justement avec des chiffres qui montrent l'intérêt du projet, on arrive à encore mieux convaincre les sponsors, les partenaires financiers, les aides financières, se dire en effet, ça a l'air d'être prometteur, les gens ils ont l'air de kiffer leur vibe, d'être à fond dedans quand ils voient ça, on veut bien vous débloquer plus de fonds et vous assister encore plus dans la réussite de ce projet en fait. Donc voilà, c'est une bonne façon en fait de prendre la température Ulule en fait, mine de rien. Et puis c'est un carton, parce que là actuellement, 970 contributeurs, je vois actuellement 47 835 €. C'est presque le 50 000, là, on va y arriver. Les gars, vous cartonnez, c'est quoi 50 000? Il se passe quoi au bout de 50 000, je crois, il se passe quelque chose, il me semble. 50 000, oui, on a une room améliorée. Oui, alors on en reviendra pour la room. Et 50 000 € aussi, c'est pour nous, c'est le. En fait, c'est aussi
surtout ce qu'on avait, l'objectif psychologique qu'on s'était donné, l'ermite et moi. Quoi qu'il en soit, nous, on est d'ores et déjà assurés et on a déjà en fait convaincu nos lecteurs. Voilà, tous les lecteurs, mais aussi nos partenaires et nos investisseurs. Okay. Ainsi que les subventions, ce genre comment dire, de corps qui allaient dans l'entreprise auquel on peut avoir accès en fait à Angoulême aussi précisément, étant donné que c'est la capitale de la bande dessinée. C'est ça, il y a beaucoup d'aide pour la culture. Voilà, qui est très actif sur tout ce qui est innovation numérique également, mais aussi évidemment la bande dessinée et différents images. Voilà. De l'image. En tout cas, on vous a mis dans le chat le lien du Ulule. N'hésitez pas à faire péter le Ulule jusqu'aux 50 000, hein, les amis. Franchement, il y a 50 000. Il y a des belles contributions en plus, donc des belles retours de contributions. Donc c'est plutôt sympa. Dorian, je te laisse poser une question. Ouais, je voulais rebondir en fait sur un truc plutôt de tout à l'heure. Donc effectivement, il n'y a pas vraiment de ligne éditoriale, mais je voulais savoir si en fait vous avez pu donner vos retours et qui ont été appliqués, parce qu'il y a eu des échanges entre les auteurs sur le travail qu'ils vous ont montré, s'il y a eu des retours, s'ils ont appliqué, voire même, pour un truc qui dérange un peu plus, si il y a eu des trucs que vous avez fait vraiment non. Ça par contre, non de chez nous, pas en termes de liberté artistique, mais plus en termes de certaines limites à pas franchir. Avec les auteurs, vous entendez ? Oui, avec les auteurs. Oui, bah si, évidemment, il y a une chose sur laquelle on est intransigeant, tout ce qui est contenu adulte. Ouais. Dès que ça va un peu trop loin là-dedans, nous, on met un stop, parce que c'est pas mal d'auteurs de fan art aussi également, hein, des auteurs qui ont fait comment on appelle ça, doujinshi ou ce genre de choses. Donc là-dessus, nous, on est catégorique. Après, maintenant, il y a plus de flexibilité par rapport au Japon à ce niveau-là, vu qu'on est nativement une société européenne, mais donc on peut se permettre des choses pas toujours possibles dans le manga traditionnel. Mais voilà, on essaie quand même de faire attention, parce qu'il y a des régulations, il y a des lois, c'est normal. Même, vous savez que c'est difficile dans les applications de faire des trucs un temps soit peu olé, parce que sinon, il y a Apple ou il y a Android qui est genre, non, tu dégages, tu veux pas de toi. On se souvient de l'affaire Tumblr en mode désolé, mais il y a un peu trop de nichons sur votre site de dessin libre d'artistes. Vous voulez pas arrêter, s'il vous plaît? Et voilà. Mais non, mais voilà. C'est pas facile à gérer, mais voilà, on va faire notre mieux quand même pour proposer un contenu stimulant, intéressant, qui parle de sujets de façon voilà, sans faire de concessions majeures. Mais voilà, on est obligé de composer avec ça. Mais sinon, voilà. Mais après, juste pour revenir à ce que tu disais, c'est pas tellement qu'on n'a pas de ligne éditoriale précise, mais on a une ligne éditoriale précise, c'est juste que justement, on met en avant un certain forme d'éclectisme. Quand vous voyez par exemple un magazine de prépublication, comme les différents magazines du style Shonen Jump ou Shonen Gangan, Champion Red, ce genre de trucs, vous remarquerez quand même que, mine de rien, il y a énormément de genres qui sont brassés. Il y a même des fois différentes échelles de violence différentes. Par exemple, dans le même magazine que Beastars, vous avez aussi Baki. Donc, et pourtant, ces deux-là sont catégorisés shonen. Vous voyez ? Donc, c'est pour vous dire, en fait, que mine de rien, ce qu'on considère comme des genres précis, finalement, c'est plus, encore une fois, comme je l'ai déjà dit dans le passé, des questions de visée démographique. Ça veut dire que, mine de rien, nous, ce qu'on privilégie, c'est un public un peu plus âgé que la moyenne d'âge, par exemple, d'un lecteur de Jump, là où c'est, par exemple, Jump, c'est entre 5 et 12, même si maintenant le public a vieilli parce que la démographie du Japon a vieilli aussi. Nous, on cherche les au-dessus de 15, qui a un marché, voilà, milieu d'adolescence, c'est très porteur dans le manga. Les 15-35, c'est le nerf de guerre, évidemment, et on va essayer de leur proposer vraiment du contenu éclectique pour tous les goûts. Il y aura de la romance, il y aura de la science-fiction, il y aura de l'action, il y aura du social. On a des récits d'espionnage, voilà. D'ailleurs, ce que vous avez pu voir là sur le travail de Wei Shunyi, c'est une dessinatrice taïwanaise qui, elle, est plus orientée justement romance. Drame historique. Drame historique, c'est des créations qui sont très suspendues dans le temps. Un peu slice of life, comme on dit.
C'est très intéressant aussi. Donc il y a vraiment tout un tas de genres hein, qu'on veut mettre en avant. C'est Et cool. évidemment, tout ça, Ça. ça va s'affiner. Enfin, si vraiment Voilà. vous parlez d'une éditoriale claire, ce sera plus avec le temps, évidemment, qu'on va peut-être un petit peu plus. C'est ça. On est dans une phase où on peut détailler se les choses. permettre d'essayer des choses, d'expérimenter, avant d'ensuite s'affiner et mieux s'orienter. Voilà. On se donne le droit et le temps d'affiner notre vision. Et juste, je voulais revenir sur les retours des auteurs. Justement, Matsunogi, ça va être, pour le coup, pour cette personne, ça va être le tout premier manga qu'elle va réaliser. Donc, le retour qu'il y a eu autour de son travail qu'on a présenté sur les différents réseaux sociaux a vraiment été, pour cette personne, très importante et très, très porteur aussi. Ça lui a donné l'élan d'aller encore plus loin et de vraiment nous proposer à nous et à vous tous, tous les lecteurs qui vont suivre Tsubomi, le meilleur du manga possible, parce que maintenant cette personne elle se dit en fait mon travail vaut le coup, ce que je fais c'est pas médiocre, vraiment il y a de l'intérêt et ça lui donne confiance, ce qui n'était pas c'est comme la plupart des artistes, des fois, ils font des choses exceptionnelles et puis ils sont toujours pas confiants dans leur travail. C'est un milieu extrêmement concurrentiel. Des mangas, il y en a énormément. Il y a énormément d'auteurs. Pour les 10 personnes qui se retrouvent dans un magazine de prépublication, t'en as 10 000 qui se retrouvent sur la paille. Donc, mine de rien, c'est pas étonnant que même des gens qui sont objectivement talentueux, je veux dire, tu regardes ces dessins, tu te dis, ça mérite d'être publié. C'est juste que, voilà. Et ils n'ont pas eu cette chance ni cette opportunité, et vous imaginez que des fois des personnes qui sont bons en dessin, qui sont bons en manga, ils peuvent vivre le reste de leur vie en se disant qu'en fait ils sont médiocres et que leur travail n'a pas de valeur. Et je pense qu'en fait un bon suivi qu'on va faire chez Tsubomi, c'est justement valoriser nos auteurs, leur faire comprendre que ça ne veut pas dire que le circuit traditionnel n'a pas voulu d'eux, qu'ils n'ont pas de valeur intrinsèque dans leur création. Et ça, c'est un suivi très important, au-delà des restrictions, au-delà de leur dire fais attention à pas mettre trop de sang, fais attention à pas mettre trop de nichons, fais attention à pas mettre ceci, cela. La valorisation de l'auteur, c'est une démarche très importante dans le monde d'édition. Et ce que j'aime bien, du coup, avec votre démarche aussi, c'est que vous mettez vraiment l'auteur, j'ai l'impression, de ce que je ressens vraiment quand je vous entends parler, c'est que vraiment, il y a une volonté de mettre bien l'auteur, quoi, tu vois. C'est très bienveillant et c'est très important, je pense, pour les lecteurs, pour vous. Enfin, ça donne un écosystème bienveillant, je trouve. Et c'est plutôt agréable c'est plutôt agréable. On a envie que nos lecteurs connaissent un peu nos auteurs, justement. On a envie qu'il y ait une interaction, même légère, entre les lecteurs de Tsubomi et les auteurs pour Tsubomi. Et puis, on a envie justement que c'est des gens qui viennent d'un circuit difficile, et on a envie justement que leur nom soit synonyme de quelque chose. On a envie que Kooshima, un jour, il devienne synonyme d'action pétaradante, avec une mise en page dynamique et galvanisante. On a envie que Matsunogi, ça soit synonyme d'histoire contemplative, avec un dessin détaillé et riche. On a envie de créer, de faire en sorte que leur nom signifie quelque chose. Et c'est important sur le monde. Justement là-dessus, je me pose une question. Est-ce que vous, comment dire, pas vous forcez, mais vous poussez les auteurs justement à aller à l'interaction avec la communauté? Je pense par exemple à l'auteur de Vinland Saga qui est assez actif sur Twitter, qui est très bienveillant, qui interagit beaucoup avec les gens. Est-ce que vous les poussez justement à dire ça serait sympa si cool pour vous, pour les lecteurs, si vous interagissiez un petit peu avec eux? À ce stade, pas encore. Ouais, on a des petites idées pour ça. On a des petites idées pour créer le pont entre les auteurs et les lecteurs, notamment directement dans l'application. Donc il y aura des petites fonctionnalités intéressantes. J'avoue que c'est une bonne idée. Ça peut être une très bonne idée, sachant que c'est des auteurs à vous, donc c'est plus facile du coup de faire des choses. Ah bah si, il y a quand même l'idée. On a fait quelque chose qui est plus, je pense, pour donner la chance à 3 d'entre nos contributeurs de réaliser un petit rêve. Il y aura un tirage au sort sur tous nos contributeurs qui auront la chance de voir leur nom ou leur pseudonyme directement inscrit dans l'un des mangas. Ça pourra être, comme on l'indique très bien, sur une plaque publicitaire ou sur un nom de rue ou sur une plaque de porte, à un moment donné, caché vraiment de manière assez subtile quand même dans l'une de nos prochaines créations. Voilà, ça c'est déjà une petite idée qui fait une espèce de... Un petit pont entre... Voilà. Ok, c'est ça. Intéressant. Otakult, est-ce que tu as une petite question? Moi j'avais une question, c'est par rapport... donc justement, vous axez le projet de façon numérique, mais si jamais
pas forcément dans l'immédiat, mais si la plateforme connaît un réel succès, est-ce que vous prévoyez aussi de sortir les mangas version papier? Parce que c'est pas... C'est quelque chose qu'on prévoit. C'est une version collector qu'on prévoit. On prévoit faire un système de précommande où on note justement le nombre de commandes sur un manga pour voir combien de personnes s'intéressent, et basé sur ces chiffres, et on en publie, on les envoie directement chez les gens dans une version collector de ce manga, une version papier, mais avec un papier d'une autre qualité, avec peut-être des artworks en bonus, avec une couverture glacée bien. Enfin voilà, on explore plusieurs idées, mais ce serait a priori notre modèle. On n'exclut pas peut-être le fait de voir s'il y a des partenariats possibles pour faire de l'impression réelle, mais pour l'instant, on aime la flexibilité qu'offre le numérique. Et surtout ça garantit, voilà. La précommande garantit, on va pas parler de 100%, mais quasiment la totalité des ventes d'un tirage papier. C'est ça. Là où dans un circuit traditionnel, il y a beaucoup de gâchis. Pas mal de choses qui sont... on n'en parle pas beaucoup de ce système-là, mais quand il y a des titres qui sont tirés en papier et qui ne sont pas vendus, il y a une destruction derrière. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on veut éviter. D'autant plus que, étant éditeur et diffuseur de notre propre manga, on retire quelque part quelques intermédiaires de l'édition qui permet de reprendre une part sur la vente du manga papier et le redistribuer aux auteurs. Voilà. Ce qui fait que sur une précommande à 1000 exemplaires, l'auteur est davantage rémunéré que dans un schéma classique d'édition sur 5000, 6000 exemplaires. Ouais, donc c'est une manière d'optimiser justement ces pertes-là. Ouais. Voilà. Je pense que voilà, vous connaissez tous les histoires de comment ça marche, le circuit du livre, entre l'éditeur, l'auteur, l'imprimeur, le distributeur. Finalement, c'est un petit gâteau qui est divisé en plein de parts minuscules. Et le fait que, comme il l'a bien expliqué, le système de précommande permet de faire en sorte que les parts, justement, soient... qu'il y ait moins de personnes à se partager le gâteau, mais que du coup, les parts sont plus grosses pour les concernés. Voilà. Et pour l'auteur, surtout, c'est ça. Surtout, parce que là, sur l'édition classique, l'auteur est entre 8 et 10%. Ça, faut s'en souvenir. C'est pas trop le cas au Japon, mais en France, c'est encore pire. On est sur des systèmes d'avance sur droit. Voilà. C'est-à-dire qu'on va vous payer, je sais pas, 12 000 € pour un volume complet. Et en fait, avant de toucher des royalties, il va falloir que vos royalties remboursent ces 12 000 € préavancés. C'est seulement à partir de là qu'on va pouvoir toucher des royalties. Donc là, pour les auteurs, c'est extrêmement compliqué, d'autant plus que déjà 10 000 ventes, c'est un succès. C'est compliqué d'aller au-delà. Oui. Et puis, je parle même pas des traducteurs qui ont 1%. Alors là, ils touchent rien du tout. Et puis, si on fait pas les 5000 ventes en France, généralement, le manga se termine, quoi. C'est très compliqué en milieu de l'édition. C'est pas facile, c'est vrai. On parle depuis tout à l'heure de création originale, mais est-ce que du coup Tsubumi projette un jour aussi de l'acquisition de licences de mangas déjà existantes finalement, ou c'est quelque chose qui vous intéresse pas pour l'instant? Absolument pas. Pas de catégorique là-dessus. Full original. Ça sera jamais le cas. Parce que tout notre modèle économique repose sur ça, en fait, si vous voulez. On peut pas. En revanche, nous, on espère qu'à l'avenir, on ait un succès. On aimerait bien que la maison d'édition Tsubumi perdure et ait du succès. On aimerait bien qu'il y ait des titres qui aient un véritable succès. Et notre objectif, c'est, comme je disais tout à l'heure, de faire du transmédia. Donc pourquoi pas de l'animation, pourquoi évidemment des produits dérivés, hein, ça c'est clair. Et pourquoi pas des jeux vidéo, pourquoi pas. Donc tout ça, c'est des choses. Bon, c'est vraiment à l'avenir, c'est sur le long terme, mais c'est des choses qu'on va pouvoir développer. Et des choses qu'on va pouvoir développer, et c'est ce qui est intéressant, étant donné que c'est des créations originales, qu'on va pouvoir en fait fusionner. Et c'est un peu l'histoire de cette room qui est l'annonciateur, le premier annonciateur de cette démarche-là, qui est en fait une espèce de bibliothèque virtuelle dans laquelle on vient collectionner des items, et des items qui sont débloqués en fonction de ses lectures. Okay. Et donc ces chambres virtuelles, nous, ce qu'on aimerait, c'est que les utilisateurs partagent
auprès des autres utilisateurs, de manière à ce qu'ils puissent voir voilà, l'agencement de leur collection. Et pour nous, c'est une manière aussi de véhiculer l'information et de véhiculer la recommandation par un autre média qu'un simple like ou qu'une simple annotation. Voilà. Ouais, donc il y a limite une volonté de créer une sorte de petit réseau social aussi dans Tsubami. C'est ça, exactement. hein. En quelque sorte, ouais. Par exemple, si quelqu'un partage sa room et que par exemple il voit un goodies qu'il ne reconnaît pas, il se dira tiens mais je l'ai pas par exemple cette figurine ou ce poster virtuel dans ma room, ça vient de quoi? Ah bah c'est parce que ça j'ai lu tel manga de Tsubomi, j'ai lu Weeping Moon ou j'ai lu voilà et toi tu as pas lu toi? Non, j'ai pas lu celui-là. Bah tu sais quoi? Je vais lire celui-là. Et je vais non seulement gagner l'objet, mais du coup, je vais connaître un manga vachement bien, en fait. Et peut-être ça donnera la chance, voilà, à un un lecteur de découvrir un autre manga. Voilà. C'est un peu, voilà, une idée qui annonce d'autres choses qui viendront à l'avenir. Quelque part un bonus, parce qu'évidemment, tout le monde ne se sentira pas concerné par la room. Le cœur, quand même, c'est l'application de lecture, le confort de lecture et toutes les fonctionnalités attendues. Mais voilà, c'est une petite chose qu'on aimerait, une petite valeur ajoutée à notre produit. C'est vrai. L'idée, après, on peut même se contacter via l'application directement ou Alors, au début, peut-être pas, c'est demande du développement, mais c'est l'idée. Sur le long terme, c'est quelque chose qu'on envisage très sérieusement. On pense par exemple à un abonnement familial. Bon, ça ne va pas être mis en place tout de suite, hein, ça je l'annonce, mais un abonnement familial qui permettrait d'aller visiter la room. Ok, d'accord. De son frère, de sa mère ou plus tard de ses amis. Et peut-être ensuite qu'il y ait quelques interactivités. Donc, bon, évidemment, tout ça, ce sera en réflexion, enfin, c'est en réflexion et ça le restera tant qu'on n'aura pas les premières expériences utilisateurs et les premiers retours pour voir si ça vaut le coup d'aller plus dans cette. Développer cet aspect-là de notre application. Quoi. On ne va pas avoir les yeux plus gros que le ventre, on va faire les choses progressivement, mais voilà, c'est des choses qu'on envisage très très sérieusement. Et voilà, on va voir les retours. Ouais, j'imagine que l'application est vouée à upgrader au mesure du temps. Yacine, tu as pré-shot une de mes questions du coup, mais finalement, tu n'as pas répondu totalement à celle-ci. Quand tu as commencé à parler de voir peut-être d'autres horizons via Tsubomi, ça peut être le jeu vidéo ou l'animation directement, moi, j'allais carrément poser la question, genre, est-ce que vous comptiez, parce que là, c'est très manga, très axé manga, est-ce que ça peut être de bande dessinée, ça peut être du manga, du comics, de la bande dessinée autre, est-ce que c'est quelque chose que vous projetez ou vous voulez rester vraiment sur une mini-édito finalement Oui. Le manga. Pour l'instant, ça va rester du manga. Par contre, ça va être du manga. Nous, on a déjà, comme je disais tout à l'heure, une dessinatrice taïwanaise. On a aussi un auteur chinois. Peut-être que ça ne veut pas dire grand-chose pour certains, mais ça veut dire déjà qu'on veut travailler avec des auteurs du monde entier. Il y aura à un moment donné aussi des auteurs français, pas tout de suite, parce que ça met du temps. Ça met du temps à se constituer un catalogue, négocier, créer une histoire. Tout ça, ça met du temps. Mais c'est l'objectif qu'on a déjà. Voilà, c'est d'aller vers différents horizons de la forme manga, mais sur des auteurs, je sais pas, américains, des auteurs anglophones, c'est possible. Des auteurs d'autres pays, mais la même mouvance artistique manga, en fait. Ouais. Ok. Shinro, tu veux poser une question? Ouais, du coup, j'avais la question aussi de savoir s'il y avait d'autres genres qui seraient aussi potentiellement importés dans l'application. Mais du coup, je voudrais savoir aussi ce que vous pensez du coup du marché numérique actuel en France. Et si vous aviez des partenariats d'éditeurs français, des collaborations qui seront envisagées dans le futur. Ils ont déjà un peu répondu à ça tout à l'heure, mais juste. Ouais. Voilà. Mais c'est bien de réitérer certains trucs. Hein. Pour les gens qui viennent en cours de route, c'est vrai. En fait, pour le coup, comme nous faisons de la création originale, il n'y a pas de vocation à travailler directement avec un éditeur, parce que la plupart des éditeurs font du rachat de licences, ils rachètent le droit de publier un manga japonais, là où finalement c'est on crée sur place, en quelque sorte, les mangas, directement avec les auteurs en circuit court. Donc, voilà, pas de rachat de licence, pas ce même genre d'impératif. La première partie de la question était intéressante pour le coup. Oui. C'était qu'est-ce que vous pensez du marché numérique en France actuellement? C'est vrai. C'est full des maths votre projet? Oui, ça. Il y a des réponses à ça. Il y a des réponses à ça. En fait, il est très naissant le marché numérique. Ouais. Il est très naissant. Encore.
On a quelques solutions de lecture numérique qui existent, qui sont à l'initiative de grosses boîtes et de d'autres maisons d'édition, à savoir Isneo, Sequence City, Comixology. Bon, il y en a qui sont américaines, mais il y a ce genre de solutions, mais qui sont essentiellement ce qu'on appelle de la vente à l'acte en version numérique. Donc en gros, c'est comme si on allait à la Fnac, mais en dématérialisé. On achète en PDF ce qui existe déjà sur le marché papier ou ce qui n'existe plus, en fait, qui n'est plus édité. Donc ça provient des éditeurs. Par contre, il y a une autre branche qui n'est pas du manga pur, mais qui est quand même, compte fait de la lecture d'un média, une forme de narration liée au dessin et au manga. C'est ce qu'on appelle le webtoon. Et le webtoon, chez nous, on a des acteurs comme Dailytoon, qui est très important. Dailytoon, c'est 400 000 utilisateurs à l'année, en 2019, payants. Et 1 million d'utilisateurs sur l'application. Ça, Dailytoon, c'est un diffuseur. Ce qui veut dire que dans tous les chiffres que vous allez trouver concernant le marché numérique, ces chiffres-là ne sont pas pris en compte. Ils ne concernent que le marché de l'édition. Ce qui est pris en compte, c'est vraiment ces ventes à l'acte de format PDF sur Isneo, etc., etc. Ça représente à peine 2% du marché global du manga. En revanche, ça augmente. On a d'autres personnes qui se lancent aussi dans ce type de projet. Je pense que vous avez pu entendre parler du projet Manga.io, qui est très intéressant aussi parce que c'est une plateforme tout simplement légale, et c'est ce que nous aussi on recherche à travers notre projet, c'est la légalité. Donc ce genre d'initiative se développe, et je pense que ça tend à aller un peu plus loin. Enfin, là, je m'avance parce que j'ai envie de croire en notre projet, mais voilà, on espère que les formes de consommation vont évoluer, ou en tout cas se confirmer. Je rajouterai juste un tout petit détail à ce qu'il a dit aussi. J'aimerais aussi prendre l'exemple de Webtoon, aussi, qui est un autre géant du marché de la BD numérique. Et je pense que beaucoup de personnes, en fait, quand on a voulu présenter notre projet au départ, nous ont tout de suite posé cette question, qui est une question qui peut être dure, mais qui est importante à poser, c'est pourquoi, en quoi votre projet se démarque de Webtoon, justement. Et justement, la différence, c'est que Webtoon, comme c'est accès libre, n'importe qui peut diffuser dessus, c'est un peu comme YouTube, c'est un peu un battle royale de popularité, en fait, hein, que celui qui perce le mieux gagne, et les autres peineront à se faire connaître, sauf s'ils sont sélectionnés par la ligne éditoriale de Webtoon et tout. Nous, comme on a une ligne éditoriale précise, comme on fait l'effort de démarcher nous-mêmes les auteurs, d'interagir avec eux, de les suivre, c'est quelque chose qui se fait pas énormément dans l'édition, voilà, dans l'édition numérique, c'est ça, dans l'édition numérique. Et ça, je pense que c'est aussi ce qui nous distingue, parce que là, justement, on veut que justement ces auteurs-là, on les a vus, on les a choisis, et on veut qu'ils soient mis en avant, pas que la mise en avant. Et je précise aussi quand même, je vais pas forcément m'avancer dans les détails, mais ce qui nous différencie totalement aussi d'un format comme Webtoon ou Dailytoon, hormis le contenu, hormis la présentation d'une application, tout ça, c'est vraiment cette démarche avec les auteurs, étant donné que on les rémunère, ces auteurs, et on les rémunère bien. On fait en sorte que le salaire touché par ces auteurs soit au-dessus du salaire moyen japonais. Ils ont des royalties importants grâce à des parts qui sont détachées et débloquées en excluant d'autres acteurs, en fait, du marché éditorial, comme les diffuseurs, etc. Donc, c'est vraiment une prise de risque déjà dans le concept de tout ce qu'on propose, une prise de risque éditoriale et une prise de risque financière également. On a beaucoup de choses sur lesquelles les gens peuvent se poser des questions. Et c'est nouveau. Je pense que c'est assez nouveau ce qu'on essaie de proposer, enfin en tout cas sous cette forme-là. C'est intéressant, en fait, ce qui est intéressant dans le sens où on vit dans une ère où le numérique prend une part de ouf, et que le système d'abonnement
marche super bien dans le monde de l'animation, par exemple, dans les séries, il y a Netflix, il y a ADN, il y a Crunchyroll, etc. Et c'est clair que pour le manga, il y a Manga.io que tu as cité un peu avant, qu'on a déjà reçu d'ailleurs dans l'émission, qui essaye, mais c'est vrai que en Europe, en France, c'est pas encore quelque chose démocratisé vraiment. Pour le webtoon, ça l'est totalement, mais pour le manga pur, pas vraiment. Et c'est vrai que là, vous apportez aussi un truc intéressant, c'est que vous faites du produit original importé directement par des auteurs japonais. Est-ce que, parce qu'on a aussi des gens très talentueux en France, d'ailleurs on fait une émission qui s'appelle Team Mangaka avec des mangaka français une fois par mois sur la chaîne, et du coup on a beaucoup de gens talentueux ici. Est-ce que vous prévoyez un jour de faire du Made in France sur Tsunobi? C'est envisagé sur le long terme, en effet. C'est quelque chose vraiment qu'on envisage sur le long terme. Pour l'instant, encore une fois, on se concentre sur notre base d'auteurs qui ont été démarchés pendant un an. Des fois, si on ne prend pas direct dès le début des auteurs français, c'est aussi parce qu'on a déjà un engagement sincère, direct et personnel avec ces auteurs-là que Yacine a pris le temps de démarcher pendant un an, qui m'a fait découvrir. Mais sur le long terme, on ferme pas nos portes à l'idée de complètement. C'est même prévu, mais je pense qu'il faut laisser le projet arriver à maturation. C'est-à-dire que s'engager tout de suite avec... Bon, on est obligé de le faire, hein, mais je pense que c'est encore flou. Une fois que le projet existera et que vous l'aurez sous les mains, ça sera plus facile, ne serait-ce que pour un auteur français, de se projeter dans le projet, et d'avoir foi aussi dans le projet, et donc de vouloir travailler avec nous. Parce qu'on nous demande tout le temps pourquoi vous ne travaillez pas avec des auteurs français. Au stade où on en est, je ne suis pas sûr que beaucoup d'auteurs français accepteraient de travailler avec nous non plus. Enfin, c'est aussi du donnant-donnant, il ne s'agit pas que de nous. Okay. C'est une histoire de confiance. Je veux dire, tout projet, quel qu'il soit, débute par de la confiance qui s'instaure. Et c'est important, voilà, qu'avant tout, vous, nous, tous les lecteurs qui vont suivre Tsubomi, s'approprient le projet, voient à quoi il ressemble vraiment, l'affectionnent et que ça aille beaucoup plus loin. Exactement. Je crois que sur le Hulu, il y avait un palier où, il est passé, c'est les 30 000 €. C'est ça. Où du coup, l'application serait disponible en français, en anglais et en japonais. Du coup, c'est ça. Hein. C'est ça. Et du coup, l'application sera disponible autre qu'en France ou pas? Oui, tout à fait. D'accord. C'est l'objectif, ouais. C'est l'objectif. Et c'est l'objectif ce qu'on veut développer, c'est la possibilité de switcher de langue très rapidement, en un clic lorsque vous lisez vos pages. Bon, certains, ça va pas les intéresser du tout, mais d'autres qui sont dans l'apprentissage des langues, par exemple, ou qui veulent tout simplement comparer, ça peut être intéressant. C'est ok si je bois en même temps qu'on discute? Il n'y a aucun souci, tu es chez toi. Tu fais comme chez toi, tranquille. Je suis chez moi en fait, donc. Oui. Et d'ailleurs, la promotion du projet, vous comptez le faire donc essentiellement l'accès en France, mais aussi en ce qui concerne le Japon, vous envisager ça comment pardon. Est-ce que les lecteurs japonais pourront aussi lire parce que certes, il y a la langue japonaise sur la plateforme, mais il faut aussi en parler du côté du Japon pour que ça soit connu. Il va falloir qu'on trouve des youtubeurs japonais. Voilà. Des bons youtubeurs japonais. Mais non, blague à part, encore une fois, c'est trop tôt pour en parler, mais ce serait pas mal à un moment donné d'avoir un contact plus direct avec les Japonais. Moi, je pense à la démarche de Kiyun, qui ont déjà fait ça, qui ont déjà une petite branche là-bas. Voilà, c'est ce genre de programme qu'on peut mettre en place. C'est quelque chose qu'on va créer. Hein. Déjà, Yacine connaît des Japonais justement sur place, après avoir vécu autant de temps là-bas. On travaille avec un interprète. C'est quelque chose que vraiment sur le long terme, pouvoir avoir justement un meilleur contact japonais. On va d'abord commencer par faire des voyages réguliers pour continuer à élaborer nos contacts avec le pays et rencontrer des gens qui seraient intéressés à nous aider à améliorer Tsubomi, à l'enrichir et l'exporter. Mais oui, c'est quelque chose qu'on envisage. Je veux dire, en plus, de toute façon, comme on proposera de base d'avoir l'anglais, le français et le japonais, c'est-à-dire que déjà, de base, on a des lectures prêtes pour les lecteurs japonais. Donc, c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment faire. Et oui, petite information qui est intéressante.
parmi nos contributeurs, on a des contributeurs qui viennent du monde entier déjà. On a des gens, bon, tout ce qui est francophone, Canada, Belge. Suisse, Belge, tout ça. Mais on a déjà dorénavant aussi des lecteurs japonais qui ont contribué au projet. Et je pense que ça, c'est essentiellement lié à la communication en interne de nos auteurs, qui parfois ont des réseaux sociaux, parfois ont et qui ont parlé Des du communautés, projet, voilà. à notre place. Notamment, j'imagine aussi très bien le designer de notre mascotte, Halo, qui a pas mal communiqué aussi autour du projet. C'est vrai. Je pense que ça vient de là. On le remercie beaucoup. J'avais une question sur, vu que vous parliez des langues tout à l'heure, sur un sujet sensible, ce qui est Allez. le Vas-y, scantrad. explique-nous. Allez, Ouais. Sujet, imaginons. Oh là là, les sujets qui fâchent. Oui, vas-y. Non, mais imaginons, par exemple, vous avez proposé pour le moment français, anglais, japonais. Enfin, ça peut peut-être pas venir tout de suite les deux autres langues, mais à terme, bon, c'est a priori prévu. Imaginons qu'il y ait une team de Scantrad qui, un de vos mangas, perce au moins un petit peu, et team de Scantrad espagnol, par exemple, font de leur côté. Comment vous voulez, vous pensez réagir par rapport à ça? Oh, le big piège, je suppose, non? Bah écoute, moi le fait que je vais juste reprendre les mots de je sais plus qui a dit ça, mais on fait confiance en fait à la qualité de notre service. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, vous avez par exemple Manga Plus. Vous voyez, genre quand Manga Plus est inséré sérieusement en anglophonie et en hispanophonie, les teams de Scantrad ont été particulièrement réactives et coopératives et se sont dit bon bah l'offre légale existe sérieusement pour ces langues-là, on n'a plus vocation à continuer notre affaire, s'il vous plaît, nos chers fans, venez gare chez eux, et ça a marché très bien pour eux. Et je pense que bon bah forcément il y aura des fans du monde entier sur des langues qu'on n'aura pas encore couvertes qui vont peut-être traduire notre travail illégalement, mais on préfère voir ça justement comme une bonne façon de tester la température dans ces pays-là, de voir comment se crée la fanbase et éventuellement le jour où on voudra s'implanter sérieusement et qu'on aura les moyens de s'implanter sérieusement dans ces langues-là, eh ben on compte sur eux pour faire preuve de compréhension et pour voir si leur amour pour nos mangas c'est quelque chose de sincère ou s'ils font ça pour avoir un e-penny sur internet quoi. Donc voilà, ça donne parce qu'on connaît. Moi je connais par exemple le monde des Scantrad et des fansubs. Je sais qu'il y en a qui font ça par la passion et je sais qu'il y en a qui font ça parce que il y a des petits concours de popularité de cours de récré des fois. On va pas se mentir, hein, on se connaît entre nous là-dessus. Mais voilà. Malheureusement. Mais après aussi, pour je finis vite, hein, désolé de couper. Mais on fait aussi confiance aussi à la qualité du produit parce que je pense que, comme disait quelqu'un, je ne sais plus qui, même s'il y a de l'illégal, si tu proposes quelque chose de plus confortable et de plus pratique, rapide, de mieux que l'illégal, les gens riront légal. Les gens paieront avec plaisir pour quelque chose de plus pratique que d'aller sur un site épars, paumé sur internet, qui a peut-être des pubs ou des malwares ou des trucs comme ça dessus. Les gens sont tout à fait prêts à donner un peu d'argent pour quelque chose, une solution légale, à partir du moment où la qualité du service est au niveau. Voilà. C'est toujours une question de service. Même pour les jeux vidéo, même pour les films, il y a le piratage a baissé drastiquement depuis qu'il y a des offres légales dignes de ce nom. Complètement. Bon, et c'est que à partir du moment où l'offre légale s'est trop diversifiée, qu'il a commencé à y avoir 15 acteurs sur le marché, que le piratage a repris d'ailleurs. Voilà, entre Disney+, Hulu, Netflix, HBO Max, je sais pas quoi d'autre, 30 milliards de trucs, OCS+, Salto, ta mère sur la commode plus, genre de trucs, voilà. Les gens se sont dit, non, mais je vais pas m'abonner à 15 milliards de trucs, autant aller sur TPS, sur Canal Satellite. Alors bon, là, ça a repris un peu, mais voilà. Mais malgré tout, il y a eu une évolution dans les mœurs, dans les mentalités, dans les habitudes des gens au niveau de leur visionnage. Et on voit avec ADN, Crunchyroll également, enfin, il y a des choses qui étaient accessibles. Voilà. Et pour Manga Plus, on avait vu
les grosses teams de fansub qui faisaient du Shonen Jump, quand ils ont décidé de dire bon bah on arrête d'aller sur Manga Plus, bah pouf, les chiffres ils ont été là pour Manga Plus. Donc voilà, on fait confiance là-dessus, on fait confiance à nos fans, on fait confiance aux gens qui sont appréciatifs de notre travail et qui sont prêts à. Et quelque part, on pourra jamais régler ce problème de piratage informatique de toute façon, quelles que soient les protections qu'on prévoit. C'est un bien, mais ça peut être un mal, mais ça peut être aussi un bien, parce que s'il n'y avait pas eu de piratage informatique, on n'aurait peut-être pas connu One Punch Man ou d'autres titres qui ont énormément de succès, parce que finalement ça a été véhiculé par des teams qui ont voulu faire découvrir des mangas aux autres qui ne sont pas édités dans certains endroits. Et c'est pas pour autant. En fait, c'est difficile de voir la perte réelle du marché du manga lié au Scantrad. Parce que les lecteurs de Scantrad et les acheteurs de manga peuvent être confondus. C'est quelque chose qu'on ne peut pas du tout calculer. Ça arrive des fois que la fanbase soit là et transvase vers le manga, mais ça arrive des fois que quelque chose qui marche normal, plutôt bien en Scantrad, ne marche pas particulièrement en vente. Hein. C'est équivalent. C'est ambivalent encore là-dessus, tu vois. Donc, il y a des cas particuliers, en fait, pour chaque cas, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ça risque à prendre individuellement, voilà. De ouf. Et au-delà de ça, on peut par exemple mettre en parallèle l'animation japonaise. Moi, je trouve, à l'époque, quasiment tout le monde regardait illégalement, on regardait du fansub, etc. Depuis qu'on a quasiment tout ce qui sort, quasiment, bien sûr pas tout, sur ADN, sur Crunchyroll, sur Wakanim, je vois plus, finalement, tout le monde a des abonnements aujourd'hui à droite à gauche. Donc, moi, pour Crunchyroll, c'était illégal, vous savez. Oui, à la base. Voilà. À la base, Crunchyroll, c'était un site pirate, et quand ils se sont rendus compte que en fait, ça marchait très bien ce concept d'avoir directement une plateforme streaming pour tous les animés, quand ils se sont devenus legit, légal et tout, voilà, ça a prouvé qu'il y avait la possibilité d'avoir une habitude de consommation, comme tu dis, qui change et qui évolue, et là-dessus... Et aujourd'hui, ça appartient à Sony. Voilà. Comme tout appartient à Sony en fait. C'est Hail Sony. Merci Sony. Sony, moi, t'as le choix. C'est l'un des deux, de toute façon, je sais pas. Si, ce que je voulais demander tout à l'heure, c'était justement dans le cas où ça vous arrivait. Est-ce que vous seriez ouvert, par exemple, à dire directement, si vous voulez, on vous rémunère pour le travail, on le prend directement, ou alors vous engagez directement ces personnes pour refaire une autre trad encore un peu plus. Non, jamais. Non, on va travailler essentiellement avec des traducteurs professionnels qui ont fait des études pour ça, qui ont déjà de l'expérience dans le manga. Donc je suis désolé, mais non. Voilà, pour ce qui on était un... Après, si le mec a fait des... Si il est bon et que... Voilà. Si par chance, le Scantrader est aussi un diplômé en langue, qui a de l'expérience aussi dans la traduction de livres à côté de sa passion, voilà, c'est possible. Mais c'est juste que voilà, c'est les premiers critères qu'on cherchera, tu vois. Et si par hasard il est Scantrader, ce ne sera pas rédhibitoire. Allez les amis, il reste quelques minutes. Si vous avez 2-3 petites questions dans le chat, pour le chat là. Pour Hermite Moderne et Yacine Lalmi, c'est maintenant ou jamais, les amis. C'est vous seriez acheté par Sony. Ce serait bien. Tsubomir acheté par Sony, on y croit. Allez, c'est Est-ce que vous recherchez des traducteurs Jap français ou votre équipe est-elle déjà formée? Alors, on a pas mal de partenaires, hein. Mais il est sûr que plus ça va aller, plus on va avoir besoin de monde. Parce que on va produire de plus en plus de mangas, donc il y aura de plus en plus de travail, de plus en plus de traduction. Voilà. De toute façon, tout ce qui est lié vraiment au cœur éditorial, enfin à notre cœur éditorial, et tout ce qui est lié à notre process, à notre avancée, sera communiqué à un moment donné, notamment un site internet en production, toutes les adresses mail, si les gens ont besoin de nous contacter en fonction des demandes. Donc, tout ça va être communiqué très rapidement. Donc si j'imagine des candidatures spontanées, vous saurez où nous contacter très rapidement.
Ok, très très bien. Autre question. Où je peux acheter le peignoir de l'ermite? Alors, c'est une très bonne question. On va Tout a l'ajouter en contrepartie. Tout a commencé en 2009. J'étais chez mon grand-père et non, mais en fait si pour de vrai, c'est-à-dire qu'en fait c'est con, je sais pas où je peux, j'ai pas fait gaffe, je sais pas où on peut l'acheter, c'est un cadeau en fait. C'est mes parents m'ont offert ce peignoir en cadeau en me disant bah de toute façon t'aimes bien rester à la maison donc tiens au moins prends ça. Et mais le truc c'est que mon grand-père aussi avait le même modèle de peignoir. Et à un moment il s'est dit ah bah tiens tu le veux, j'en ai racheté un autre pour moi. Donc en fait j'ai 2 fois le même. J'ai 2 fois le même. Et ça me fout. Vous savez pourquoi j'aime Ermite Moderne? C'est qu'il a répondu trop sérieusement à une question qui était pas du tout. Ouais, c'est mon style, ça. C'est vraiment ça. Ouais. Mais pour de vrai, j'ai 2 fois. Ça sert pour les tournages quand il y en a qui est au lavage ou qui est pété. J'avoue, je savais pas cette anecdote, c'est intéressant. Regardez vite. C'est l'origine story de l'ermite moderne. Abonnez-vous à Tsubomi pour que je puisse m'acheter un nouveau peignoir, s'il vous plaît. Aïe. Attention. Mettez 10 000 € dans le Ulule et vous avez le peignoir original troué. Yacine, on fait ça comme contrepartie pour de vrai pour le dernier jour? Ton peignoir? Ouais, genre pour 10 000 €, vous avez le droit à mon vrai peignoir original là, avec les trous, les traces de sauce séchée, les trucs comme ça, tu vois. Dédicacé avec un petit mot gentil. Avec un petit mot gentil. Et pas laver, surtout. Non. Avec l'odeur. Faut garder l'ADN, tu vois, pour que ça soit C'est authentique. c'est ça. Bon, les amis, en tout cas, nous, on nous souhaite beaucoup de réussite avec ce projet. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci de l'invitation, c'est super. Ça fait plaisir. Content d'être là pour ce podcast. C'est ça techniquement ce qu'on devrait dire? Web radio, podcast, live. Moi, je suis. En fait, si vous voulez, c'est marrant parce que je vous suis depuis quelques temps quand même, les gars. Hein, je regarde votre travail. Donc voilà, me retrouver derrière l'écran, ça me fait un peu bizarre, mais je suis assez ravi d'être là. Enfin, merci. Ça fait J'ai un Twitch moi aussi maintenant. Allez sur twitch.tv/ermite-moderne. Demain je fais un live, je vais jouer à des jeux de plateforme. C'est vrai que franchement, pour le coup, le projet est plutôt original et plutôt prometteur, je trouve. Et il y a vraiment une bonne. Moi, je sens qu'il y a une bienveillance en fait derrière pour les auteurs surtout. C'est ce qui est. Vous mettez vraiment ça en tout cas en avant. Et c'est clair qu'ils ont pas pour tous, ils ont pas forcément. C'est pas un métier facile, c'est pas un milieu facile. Et de leur donner une sorte de chance d'être édité ailleurs et potentiellement après au Japon encore si ça marche peut-être chez vous. On sait pas, ou ils resteront chez vous. Que ce soit en format, voilà, là pour l'instant c'est numérique. À l'avenir il y a encore d'autres choses. Et je trouve que vous avez des buts encore. Inch'Allah, bien sûr. Et on vous souhaite en tout cas clairement de réussir. On va faire notre mieux pour être digne de votre confiance et de votre bienveillance. Et on va aller loin. On va faire éclore ses talents. On va faire éclore ses bourgeons de talent du mieux qu'on peut. Exactement. Parce que Tsubomi, ça veut dire bourgeon, c'est ça, hein. Exactement, ouais. On vous remet un peu le Ulule dans le chat, les amis. On est actuellement à 47 000. Vous avez vu mon effort de présentation, hein, j'ai mis un bourgeon rose quand même derrière. Ouais, c'est vrai. La max, Regardez-moi ce BG. Comment je peux pas être content de travailler avec cet homme? Et une bougie senteur jasmin qui vient du Japon. Vous sentez un peu l'ambiance? Ouais, c'est bien. Voilà. Twitch Lodorama, please.